pour les sécurités épisodes techniques. Je suis accompagné de Benoît. Comment vas-tu? Ouais, ça va super bien, merci. Cette fois-ci, on va faire la suite de ce qu'on a déjà discuté. On a parlé du endpoint, la transformation de celui-ci d'un poste de travail complet à un navigateur web. On avait terminé sur le fait qu'on allait continuer, donc sur le volet plus avancé de cet élément-là, puisque du fait que du navigateur qui est un peu dumb, comme je mentionnais dans l'épisode précédent, on s'en va vers un navigateur qui est beaucoup plus intelligent, donc beaucoup plus complet et à certains égards qui donne beaucoup d'outils à l'entreprise qui gère le dit navigateur pour obtenir des signaux, pour obtenir des informations et contrôler ce que le navigateur fait pour limiter les problèmes, limiter la fuite d'informations, limiter tout ce qui va avec, ce qui est des axes que j'ai l'impression que peu de gens, peu d'entreprises qui sont au courant de l'ensemble de ce que c'est et tous les avantages d'aller dans cette direction-là, justement, de bénéficier de cette nouvelle technologie-là. Fait que je vais te laisser te présenter ça, puis bon, on va aller avec ça. Alors, ok, excellent. Je pense que on peut reprendre un tout petit pas de recul pour commencer en se disant, ok, on est en sécurité, donc c'est quoi les risques associés finalement à ces applications-là dont on a parlé lors de l'épisode précédent? Et au fait que notre browser est notre endpoint, ça veut dire que potentiellement, cet état de fait-là amène un certain nombre de risques. Et puis on peut citer quelques catégories de risques. Rapidement, il y a la fuite de données qui est assez classique, parce que effectivement, pour reformuler, les solutions existantes aujourd'hui n'ont pas toute la visibilité sur l'applicatif web en tant que tel. En tout cas web qui est exécuté dans un browser. Comme tu le mentionnais aussi, on a de plus en plus d'exécution locale qui se fait dans le navigateur. Donc, ça, c'est à la fois potentiellement un risque, mais aussi une opportunité pour des solutions de sécurité d'utiliser ça. Et puis, on a aussi évidemment tout ce qui va dire des choses qu'on connaît déjà d'ailleurs dans l'écosystème aujourd'hui du endpoint, c'est que on va essayer d'accéder à des services, des sites, des URL qui peuvent être malicieuses ou qui peuvent être, par exemple, un QR code malicieux, qui peut être des sites qui sont connus comme étant utilisés pour des campagnes de ransomware ou d'autres types de campagnes à but, on va dire, malveillant. Donc ça, c'est important aussi de comprendre ce risque-là. Et puis après ça, on a tout ce qui va être, je dirais, dans les risques en lien, selon moi, avec, on l'a un petit peu introduit tantôt, mais avec les partenaires qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, comme mentionné, si nos applicatifs se trouvent dans le navigateur, c'est évidemment, ça existe, mais de plus, beaucoup de compagnies ne travaillent pas seulement avec des employés internes, travaillent aussi avec on va dire des forces de travail étendues ou avec des partenaires qui eux-mêmes peuvent, selon leur rôle, accéder à des données plus ou moins sensibles. Donc, il y a un enjeu à la fois qui est d'opérationnalisation de ces accès-là. Il faut que ça soit à la fois une expérience relativement agréable pour ces partenaires-là, mais en même temps pas un trop gros poids pour les équipes IT à gérer, parce que comme on l'a mentionné tantôt, essayer de gérer un device au complet, c'est très compliqué. Donc, si on se base un peu sur ces risques-là, donc pour rappel, fuite de données, menaces, être capable aussi évidemment de gérer des politiques ou ne serait-ce que de la conformité, une sorte de configuration cohérente de nos navigateurs d'entreprise, plus être capable de gérer avec des règles multiples de différents signaux, un accès conditionné de manière sécuritaire à des applicatifs, que ce soit pour les employés internes ou pour les partenaires. Dans le fond, on a un peu le paysage actuel des risques à haut niveau qui peuvent, entre guillemets, être liés avec l'utilisation d'un navigateur en entreprise. Oui, mais c'est le déplacement du contrôle ou des problèmes de sécurité qu'on voyait sur le poste, ce qu'on appelait le endpoint avant, le déplacer vers le navigateur maintenant, parce que naturellement, puis un peu comme tu mentionnes, les attaquants ont déplacé aussi. Si tout a suivi, maintenant, on est capable, on a cette fonctionnalité-là, c'est plus agréable, c'est moins coûteux de déployer des identités. Puis ça revient aussi c'est des identités qu'on déploie, c'est plus des technologies, on ne déploie plus de postes. Je mentionnais le fait que je suis sur plusieurs clients. J'ai donc plusieurs postes à la maison qui représentent chacun de ces clients, cette entité physique-là. Donc, j'ai une représentation physique chez moi de ce client-là ou de ces clients-là qui est quand même ça, puis ça a un coût. Ces machines ont le coût parce que la machine a un coût elle-même.
Et en plus, il y a le coût de l'administration de celui-ci qui est quand même énorme. Quand on bascule tout ça vers le navigateur, ben, on simplifie. Les attaquants aussi ont basculé, puis tu le mentionnes. Tu as aussi la menace interne, notamment quand tu parlais de la fuite de données. Ben, généralement, la menace interne en fait partie parce que c'est souvent ça. On a eu un cas au Québec il y a 5 ans maintenant qui est une belle démonstration de cette fuite-là de données à l'interne par un employé. Et à l'époque, le président de cette institution-là s'était senti trahi parce que c'est un employé et avec raison. Puis c'était cette espèce de sentiment-là parce que c'est pas dans l'humain normal de pas faire confiance à son cercle, donc son entreprise. Donc, il faut réfléchir comme ça. Tu mentionnais, puis je vais le dire comme ça, mais tu verras à quel point tu peux en parler ou jusqu'à où, mais tu sais, des gens qui ont commencé à déployer des technologies de endpoint plus efficaces dans le navigateur se sont rendus compte qu'il y avait des flux d'informations qui n'auraient jamais dû être et qui essentiellement étaient de la fuite de données. Exact. Bah, écoute, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense qu'on peut faire un parallèle un peu comme pour ceux qui ont un peu les cheveux grisonnants comme toi et moi, là, on a tous connu l'époque où on pensait qu'un firewall, ça protégeait tout le monde et dès lors que tu étais en interne d'un réseau, bah, tu étais protégé. Là, c'est un peu la même chose, je pense, pour les insider threats. Là. C'est que dans le fond, c'est pas parce que tu es à l'intérieur d'une compagnie et que tu es legit pour accéder à certaines informations sensibles que tu n'as pas des risques associés à ça. Donc là, c'est un excellent point que tu amènes. Et effectivement, les Secure Enterprise Browsing Solutions, là, ou Secure Enterprise Browser, qui est cette nouvelle catégorie émergente de solutions de sécurité, va permettre de mitiger des risques de fuite de données, que ça soit de partenaires externes, d'un attaquant qui aurait éventuellement volé une session d'une façon ou d'une autre, ou même justement des employés supposément légitimes qui vont aller voler une formule secrète, qui vont aller voler le listing client, des choses vraiment standards. Et il se trouve que, comme tu l'as mentionné, on voit, en tout cas sur les retours qu'on a, nous, de notre solution de Secure Enterprise Browsing qui s'appelle Chrome Enterprise Premium, on voit très clairement que quand les gens activent cette solution-là, donc en dehors de la vision de tout le shadow IT qu'on peut avoir, les rapports inclus dans ce produit-là permettent de rapidement voir qu'il peut y avoir des actions malveillantes. Pourquoi ? Parce que, puis on n'est pas les seuls à faire ça, by the way, sur le marché, il y a des règles de data leak protection qui sont natives à ce produit-là. Donc même si, mettons, on s'entend que déployer une solution comme ça, comme toutes les solutions basées sur des règles, ça peut prendre du temps, c'est normal, il faut que ça mature. Néanmoins, la plupart des produits arrivent avec un subset, mettons, en l'occurrence chez nous, c'est 150 règles. Il y a 150 règles qui arrivent, qui sont préconfigurées, qu'on peut déjà activer en mode read-only, en disant, regardez, juste montre-moi qu'est-ce qui se passe là. Quelles données sont qu'est-ce qui se passe dans mon... C'est même pas dans... C'est rigolo, j'allais utiliser le mot dans mon réseau. C'est là qu'on voit que je suis un boomer. Non, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans mon navigateur ? Qu'est-ce qui se passe dans mes navigateurs d'entreprise ? Qu'est-ce qui se passe avec mes données? Qu'est-ce qui se passe avec mes applications? Ça revient un peu à ça. Puis on a fait un petit mention dans le dernier. Ça demeure que le business, c'est ça qui mène le show. Et le business va être intéressé par l'information plus que par les technologies pures. Tout à fait. Les technologies ne servent qu'à mettre en œuvre pour faire bénéficier l'information, mais ça demeure là. Donc, d'être capable d'avoir une meilleure visibilité sur le flux de nos informations aussi nous permet justement d'aller un peu plus loin. C'est ça. Ça va peut-être aussi permettre, en dehors même d'un aspect d'insider threat, juste se rendre compte que certaines données sensibles sont utilisé par certaines business units, par certaines lignes d'affaires, ça peut être déjà un super wake-up call là, pour vous, là, de dire ok, tiens, je savais pas que telle entité utilisait tel service SaaS qui est même pas legit, qui est même pas, on va dire, validé par l'entreprise, et en plus de ça, il mitige là-dessus des données personnelles. Donc on s'entend qu'avec le mood de la loi 25 et d'autres choses comme ça, ça va jamais s'arrêter, ces lois-là. Et puis en même temps, tant mieux. Je trouve que il en faut, entre guillemets, pour que l'industrie aille de mieux en mieux, là, pour qu'au niveau sécurité, les postures soient de mieux en mieux et qu'on ait, comment dire, en tout cas, des règles qui sont adaptées aux enjeux, notamment des données privées. Je trouve ça important. Et puis, dans le fond, cette suite d'outils-là de Secure Enterprise Browsing va vous aider à
entre guillemets, atteindre ces objectifs-là. Donc de deux manières. Tu l'as dit tantôt, c'est que dans le fond, le navigateur va générer des nouveaux signaux. Alors, des signaux qu'il émettait déjà, sauf que ces signaux-là, on va dire, jusqu'à il y a encore quelques années ou quelques temps, n'étaient pas forcément consommables à l'échelle par des SIEM traditionnels ou par même des third parties qui s'intègrent avec des solutions de Secure Enterprise Browsing. Donc, longue histoire courte, dans le cas de Chrome, Chrome génère, je pense, 150 événements différents, 150 types d'événements différents. Et ces événements-là peuvent être envoyés de manière raw via un PubSub à la solution de third party de votre choix, ou peuvent être suivant, en l'occurrence là, il y a des compagnies tierces qui sont prévalidées, qui permettent d'échanger nativement ces formats-là pour que ça soit compris, notamment dans la création de règles d'accès multicritères pour, mettons, mélanger, par exemple, l'identité, la ligne d'affaires dont la personne vient, le statut du navigateur. Parce que là, on ne va plus forcément parler du statut du device, on va plutôt parler du statut du navigateur. Plus tous les critères qui font du sens pour vous. Ça peut être aussi le statut du device, by the way. C'est pas exclusif, mais en l'occurrence, là, l'idée, ça serait plus notamment pour les partenaires sur lesquels on n'a pas envie de gérer leur poste, on peut juste se soucier de leur profil web. Donc, tous ces critères-là vont permettre de s'assurer que les applications / les données à l'intérieur des applications sont accédées / manipulées de la manière voulue par l'entreprise. Donc renforcer des règles comme ça, quel que soit d'ailleurs, ça c'est important de le rappeler, c'est que le navigateur a cette chance aussi, c'est qu'il est vraiment multi-device, c'est-à-dire que même si, pour être complètement transparent, il n'y a pas 100% de parité entre les capacités d'un navigateur sur un système d'exploitation type Mac, Windows et Chrome OS versus un Android et un iOS. Comme tu le mentionnais, notamment sur iOS, il y a quelques restrictions qui sont amenées par Apple. Mais en l'occurrence, il y a quand même la vaste majorité des capacités que vous allez avoir, notamment en termes de DLP, mais même le threads que j'ai parlé tantôt, et vont être appliqués de manière uniforme sur l'entièreté de vos endpoints. Parce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui, notamment vos VIP, mais même sans même parler des VIP, même n'importe quel utilisateur d'entreprise, il passe de plus en plus de temps sur son cellulaire ou sur sa tablette pour accéder à des données d'entreprise. C'est juste la vérité. Et donc, ça, c'est un fait. Donc, il faut juste savoir comment on va dealer avec ça. Et puis, je pense que les Security Enterprise Browsing Solutions, là, cette espèce de solution émergente, va permettre aussi d'adresser ce gap-là à ce niveau-là. Oui, parce que ça ramène des signaux, ça ramène à peu près en termes de parité de fonctionnement et d'information avec ce qu'on avait sur le endpoint avant. Ça remplace les EDR, ça remplace toutes ces technologies-là qui nous ramenaient des informations pertinentes pour prendre une décision de sécurité, voir s'il y avait de l'information qui était en train de fuir, s'il y avait des éléments comme ça qui sont supplémentaires. Puis je vais le mettre en opposition face au CASB aussi parce que moi, j'arrive plus d'un environnement où je suis familier avec les CASB, donc essentiellement, je contrôle l'application que j'expose ou les applications que j'expose en tant qu'entreprise, mais je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe sur le poste de l'utilisateur. Donc, j'ai juste de contrôle au niveau du fonctionnement de mon côté, du côté entreprise, mais je n'ai pas jusqu'au bout. Donc, il y a encore à certains aspects, puis là, en se parlant, puis justement, ça m'a ouvert les yeux là-dessus, à quel point j'avais une limite importante sur la capacité de ce que je pouvais œuvrer. Parce que, puis je trouve ça important de le citer parce que pour beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression que c'est la même chose, qui ont l'impression que le CASB, c'est la solution qui va régler tous leurs problèmes, quand dans les faits, c'est que la moitié de la réponse, parce que l'autre moitié doit être faite justement sur le endpoint. Tout à fait. Bah, c'est ça. Donc, dans le fond, juste peut-être avant de parler du CASB, juste pour mentionner un produit comme le Secure Enterprise Browser, ils peuvent compléter ou remplacer un EDR aussi, puis après je vais revenir sur le CASB, c'est juste dans le fond, si on prend encore une fois un pas de recul et puis on se donne un objectif que notre système d'exploitation, selon moi, devrait être le plus stateless possible, le plus read-only possible, ce qui est déjà possible pour certains systèmes. On peut imaginer dans le fond qu'effectivement là un EDR a beaucoup moins de valeur, ou alors ça va être un EDR qui va être exécuté à l'extérieur du système d'exploitation lui-même. Des signaux de l'OS vont être, comme je l'ai expliqué pour Chrome OS tantôt, vont être envoyés à l'extérieur et vous allez quand même avoir une visibilité sur ce qui se passe sur le système d'exploitation, notamment des risques qui sont propres à l'OS, notamment liés aux devices externes qui vont être plugués dessus, par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
on va dire la charge qui incombe à l'EDR, qui est un peu l'outil magique aujourd'hui, qui est supposé nous protéger de tout, là. C'est la phrase magique, l'EDR, mais malgré tout, l'EDR, il a aussi de ses limitations. Et puis, comme on l'a reformulé de plusieurs façons, l'EDR n'a pas forcément de visibilité sur l'applicatif web en tant que tel. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir mitiger ça de toute façon. Non. Le Security Enterprise Browser peut remplacer certaines capacités. On parlait du CASB, c'est un excellent cas d'usage. Mais il va compléter aussi votre écosystème existant. Pas oublier, ça va dépendre de votre écosystème. C'est que si vous êtes quelque chose de plus moderne avec déjà un operating system plus stateless, on pourrait carrément se passer d'un EDR. Là, je sais que je vais provoquer des ires. Mais on peut se rendre jusque-là parce que dans le fond, on va avoir un operating system qui va être vraiment jetable. Puis tout va se passer dans le browser et là, Security Enterprise Browsing va être suffisant. Mais par contre, dans des cas plus de la réalité d'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, heureusement pour les gens qui travaillent en sécurité, ça génère beaucoup de travail, mais malheureusement pour la sécurité en elle-même, il y a encore beaucoup de footprint traditionnels. Ça va venir compléter ça jusqu'à ce qu'il y ait cette chose-là. Puis après, vas-y, je te laisse aller, puis on va parler CASB juste après. Ouais, ben c'est ça. Avant de tomber sur le CASB, j'aime bien que tu mentionnes la notion de stateless parce que celle-ci, elle est plus courante au niveau serveur, où on avait justement avec les conteneurs et ainsi de suite, qui est la représentation de ça, où justement nos payloads n'ont plus d'état, donc stateless à ce moment-là, ils vivent dans un univers comme ça. Et cette migration-là, de cette notion-là qui a aidé et qui aide encore énormément l'agilité et la rapidité de déploiement au niveau serveur, back-end et ainsi de suite, mais est en train de basculer vers le endpoint, donc de l'autre côté de l'équation. Donc, on est rendu à obtenir des bénéfices qui sont associés à ce genre de choses de l'autre côté. L'autre chose, l'EDR, puis là, je divergeais un peu par rapport à ta définition. Pour moi, l'EDR n'est qu'un moyen pour obtenir des signaux qui avant étaient relativement inexistants ou qui étaient peu disponibles et que l'EDR a amené. Et que finalement, Chrome, dans ce cas-ci, ou Edge, si on prend il y en avait d'autres dans la liste que tu m'as montré, mais les noms, je n'ai pas donné les noms des autres que Gartner considère dans cette catégorie de produits-là. Je nomme ceux que je connais le plus. On a Island aussi pour être Island, comme une île en anglais, qui est un compétiteur dans ce. Qui sont là, eux, naturellement, vont fournir les signaux que l'EDR allait chercher mécaniquement avant, donc de ce côté-là. Et l'autre côté, puis ça, je m'y connais moins au niveau, puis ça, je pense que tu vas l'aborder. Parce que, en tout cas, minimalement au niveau de Chrome, parce que tu connais davantage, il y a le volet response EDR, donc le navigateur est capable d'agir. Tu m'as mentionné que, basé sur des données des IOC, des threat intel, il était capable de bloquer, donc il est capable de faire le detect et le response à même le navigateur, à même Chrome dans ce cas-ci. Donc en l'occurrence, c'est ça, puis ça va être un super transition après pour le CASB parce qu'on va être sur le même concept, entre guillemets. Dans le fond, quand vous utilisez la version payante là, de Chrome Enterprise, qui s'appelle Chrome Enterprise Premium, vous allez bénéficier de tout le threat intelligence de 3 compagnies combinées. Google, donc quand même on a, là c'est pas pour brag là, mais c'est qu'on a quand même 10 applications qui ont plus d'1 milliard d'usagers, donc ça génère énormément de signaux. Donc ça permet d'avoir un threat intel vraiment puis on est attaqué à tous les jours évidemment. Ça c'est évidemment on n'est pas les seuls dans ce cas-là, mais c'est la réalité. Ensuite de ça, en plus, on a évidemment Mandiant qui a été acquis, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 ans maintenant par Google Cloud. Donc évidemment le threat intel de Mandiant, de par notamment tous leurs engagements en DFIR, évidemment de très bonne qualité, et surtout est mis à jour constamment sur des cas concrets d'incident response, en plus des attaques qu'on peut avoir sur les services publics de Chrome, donc des cas plus entreprises, on va dire. Et puis le dernier point, c'est qu'on a aussi VirusTotal qui appartient à Google. Et donc ces 3 threat intel combinés là font je crois que maintenant nos gens de marketing ont encore capoté, ils ont dû appeler ça je sais pas quoi, Google threat intel. Ok, moi je me rappelle même plus pour être bien honnête, puis c'est pas important. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous allez en bénéficier si vous prenez cette version de Chrome. À chaque fois que vous allez accéder à une URL, un QR code ou quelque chose de malicieux, vous allez le savoir d'avance. Ça va vous devenir rouge entre guillemets. Vous pouvez vous bloquer suivant les settings que vous allez mettre dans votre Chrome. Carrément empêcher toute ouverture de site ou permettre avec beaucoup de messages d'erreur, de warning entre guillemets, et un sandboxing spécifique encore plus sandboxé on va dire que le sandboxing d'origine, parce qu'à la fois, notamment si vous téléchargez une pièce jointe, vous allez avoir
l'instance de cette pièce jointe qui va être dans une sandbox, et il y a en plus une sandbox qui va permettre de faire la détonation du payload en plus. Donc bref, tout ça pour dire qu'on va bénéficier de toute cette information-là sur les attaquants potentiels et cette posture de sécurité-là pour prendre des bonnes décisions, et puis comme tu l'as dit, exécuter ça localement sur le navigateur directement. Donc ça, c'est vraiment une vraie valeur. Deuxième point, donc là, pour faire la transition avec le CASB, que pour le coup, dans cet écosystème de Secure Enterprise Browser, la capacité CASB, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est Cloud Access Security Broker. Ça permet notamment, quand même depuis une couple d'années, là, quand même pas mal d'acteurs de CASB qui sont nés et qui ont été rachetés et intégrés plus ou moins à certaines solutions, mais grosso modo, c'était Security Broker de Cloud, c'était simplement de se dire sur mon device ou via un navigateur plus une extension qui roulait sur mon navigateur, j'étais en mesure de bloquer certaines catégories de sites, avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur le navigateur. Et puis, c'est ça. Soit, mettons, faire de la blocage de sites basé sur la réputation des sites aussi, s'ils respectent le SOC, s'ils respectent tel ou tel critère. Enfin, il y a plus ou moins d'informations. Là, ce qui se passe dans le Security Enterprise Browser, la nouveauté, c'est qu'au lieu de dépendre d'un système hébergé à l'extérieur pour ça, alors évidemment, les politiques de CASB, dans le cas de Chrome par exemple, vont être centralisées dans la console cloud et vont être poussées par des politiques sur le navigateur. Par contre, l'exécution va être locale. C'est ça la grosse différence, c'est que vous n'allez pas être dépendant d'un système hébergé, d'ailleurs, qui est hébergé peut-être dans une zone qui n'est même pas conforme à vos requis, mais ça, c'est encore un autre débat. Là, dans le fond, l'URL filtering, la catégorisation va directement se faire dans le navigateur. Donc ça, c'est vraiment un winner d'un point de vue latence et d'un point de vue enjeu potentiel de compliance. On a aussi un gros avantage, c'est que on n'a plus besoin d'être sélectif aussi sur le trafic qu'on va devoir déchiffrer d'un point de vue SSL. Si jamais on voulait faire du SSL inspection, parce que tout va être dans Chrome. Ce qui fait qu'on va voir exactement qu'est-ce qui se passe en termes d'information de l'applicatif. Donc ça va permettre notamment d'avoir des meilleures actions, de meilleure intelligence sur les règles de CASB qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Et puis évidemment, comme tout CASB qui se respecte, on a une capacité à supprimer les VPN, supprimer des proxys ou des choses qui étaient peut-être avant mis en place pour arriver à sécuriser l'accès à certaines applications, parce que là, on va le faire via le CASB et via notre identité, mélangée avec tous les critères que je vous ai mentionnés tantôt. Mettons la santé de votre browser, sa version, plus le endpoint sur lequel vous vous trouvez, enfin l'operating system, sur lequel vous vous trouvez. Donc voilà, dans le Security Enterprise Browser, c'est vraiment un bon fit. Peut-être le takeaway de ça, ce qu'il faut en retenir, c'est que très rapidement, c'est de se dire ok, j'arrive avec une nouvelle catégorie de produits, c'est toujours pareil. En tout cas, moi, je suis pas fan en tout cas, j'aime ça quand il y a un nouveau produit qui arrive, une nouvelle catégorie, de réfléchir à lesquels je vais pouvoir remplacer sur ce que j'ai déjà d'existant. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est l'approche à prendre quand on va observer c'est quoi les features évidemment, elles ne sont pas toutes équivalentes suivant les produits, mais les grandes familles de produits qui vont arriver avec les Secure Enterprise Browser, de s'asseoir et de regarder, ok, suivant le cas, est-ce que c'est encore relevant ou pas d'avoir tel ou tel type de DR, suivant le cas, est-ce que c'est encore relevant d'avoir un CASB, on va dire, plus traditionnel, etc., etc. Donc, je pense que c'est ça un petit peu un des trucs à retenir là-dessus. Oui, puis de la façon que tu le relates, je trouve ça très intéressant parce que ça amène aussi une certaine forme de synergie entre le CASB et le browser, parce qu'à ce moment-là, les deux sont capables d'interagir. Tu parlais de plugins notamment, un et l'autre. Puis ça, je l'ai vu où tu as un plugin du CASB d'installer dans ton navigateur justement qui renvoie des informations supplémentaires à ton CASB. Parce que dans l'absolu, un CASB, c'est un gros proxy, là. C'est vraiment juste ça, c'est juste une interface entre les deux qui ne possède pas toute la logique d'affaires, tout ce qui entoure, ce que le navigateur est un peu plus capable d'exécuter que le CASB. Mais cette synergie-là peut être intéressante parce qu'on devra toujours avoir un CASB devant des applications d'entreprise. Ça ne change pas, mais d'avoir un contrôle plus granulaire au niveau du navigateur. Puis un des points, parce que cela est intéressant, parce qu'au niveau de la fuite d'informations notamment, le navigateur web permet, comme le copier-coller ou d'autres fonctions qu'on a sur un poste de travail qu'on ne contrôle pas. Oui. Donc, le CASB ne voit pas. Tout à fait. Donc, si on fait du copier-coller dans notre fenêtre, le CASB ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de capacité de discuter avec le navigateur. Si on tourne dans le contexte d'un navigateur d'entreprise, à ce moment-là, le navigateur dit hey, il est en train de faire un copier-coller d'une telle fenêtre où il affiche telle information et des éléments supplémentaires. Donc,
un peu ce que tu me relatais, cette capacité-là est à même. Et donc, l'entreprise est capable d'intervenir pour empêcher copier-coller ou empêcher des manipulations non légitimes d'informations, non autorisées de l'information. Oui. Bah, c'est juste aussi pour préciser un point. Je pense qu'il y a certains CASB, dans certains cas d'usage, puis encore une fois, là, je vais faire beaucoup de certains, là, beaucoup de critères, mais là, c'est rigolo parce que ça va permettre de montrer justement l'autre approche, c'est que pour certains applicatifs et dans certains CASB, il est possible des fois de bloquer le copy-paste, par exemple. Néanmoins, le gros mais, c'est que c'est justement limitatif, c'est-à-dire que c'est pas pour forcément tous les applicatifs. Et puis, c'est un peu on ou off. C'est-à-dire, je vais le bloquer, pas forcément à tout le monde, mais néanmoins, c'est ça. C'est pas si granulaire que ça. Là, ce qu'on est capable d'amener avec le Secure Enterprise Browsing, c'est que j'ai un autre cas d'ailleurs, et puis ça va permettre de continuer là-dessus, c'est que j'ai des clients qui utilisaient, mettons, des VDI ou des solutions de terminal serveur pour bloquer les capacités de copy-paste des browsers parce qu'ils avaient des partenaires qui devaient accéder à des SaaS applications avec des données sensibles et qui n'avaient pas trouvé d'autres moyens parce que j'imagine, en tout cas, ils pensaient pas que ça existait ou autre, mais ça arrive encore et je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup, là, peut-être même qui nous écoutent, qui ont trouvé des moyens de mitiger. Évidemment, il y a toujours 10 façons de le faire, là, mais en l'occurrence, c'était la solution qu'ils avaient trouvée. De mitiger, de trouver pour certains cas d'usage, on accède à cette application web que depuis ce navigateur qui est hébergé dans un VDI, par exemple. Donc ça, c'est encore une fois, déjà, je pense que ça règle pas tous les enjeux de DLP. Comme on mentionnait tantôt, le simple copy-paste ne suffit pas. Mais en plus de ça, c'est très lourd. À la fois pour la personne qui va l'utiliser, mais en plus pour celui qui doit maintenir ça. Parenthèse refermée. Un Secure Enterprise Browsing, dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va être capable déjà d'avoir des règles beaucoup plus importantes de DLP. Et comme il voit l'applicatif, il va être capable de faire des choses beaucoup plus pertinentes. Donc, par exemple, bloquer les screenshots, mettre en place du watermarking sur des pages, ce qu'il voit l'applicatif. Donc, parce que pourquoi je dis watermarking, c'est que vous avez beau bloquer le screenshot, si quelqu'un prend un simple appareil photo et prend une photo, malgré tout, ça reste la donnée est quand même rendue. Elle est pas, évidemment, ça va prendre beaucoup de photos pour être capable de voler toutes les données de l'entreprise, mais néanmoins, ne serait-ce que pour, je sais pas, un VIP qui a une information sensible, etc., on s'entend qu'il y a plusieurs choses. Il y a de multiples moyens de mitiger ça. Et puis notamment, vu que, comme je l'ai dit tantôt, je pense que le moteur de DLP, il va être capable de voir tout ce qui se passe sur tous vos navigateurs qui sont onboardés dans le produit. Vous allez avoir tout de suite des rapports de DLP super pertinents parce que vous allez vous en apercevoir par vous-même si c'est pas déjà le cas. Énormément de choses se passent, ces données sensibles sont, on parlait de Shadow AI un peu tantôt en rigolant là, mais mettons l'assistant qui travaille à rédiger un courriel pour un dirigeant ou une dirigeante dans ChatGPT et qui utilise ça et qui va paster des chiffres confidentiels ou un contrat ou des choses comme ça, vous allez pouvoir le poigner et puis faire de la sensibilisation grâce à ça. Et puis ça, c'est très difficile à faire. Quand on est aveugle, on s'entend que c'est compliqué. Là. Donc, vous aurez beau faire des discours, des courriels ou des choses comme ça, les gens vont pas le lire. L'avantage, c'est que ça va, entre guillemets, tout ramasser. Puis, je vais pas mitiger un point, mais c'est juste pour dire que là, vous allez peut-être vous dire, mettons, j'utilise, là, je parle pour Chrome, mais mettons, je utilise un autre navigateur que Chrome, et puis mettons, mes gens, ils ont plusieurs navigateurs. Là, après ça, vous avez moyen, soit via des MDM, soit via d'autres solutions, de forcer, entre guillemets, l'utilisation d'un navigateur aussi. Parce que c'est logique aussi, là. L'humain est humain, donc il va essayer de contourner les règles. mais sachez que ça existe de pouvoir forcer, entre guillemets, l'utilisation d'un navigateur. Même si, par exemple, Edge, comme tu le disais tantôt, n'est plus tightly coupled au système d'exploitation, là. Mais néanmoins, il reste quand même présent, installé par défaut. Donc, il y a moyen aussi que ça soit pour les solutions type Edge ou les solutions type Chrome, de dire ok, je vais tout passer mon flux de navigation par ces solutions-là. Voilà. Oui, il est normal que pour l'organisation, là, ça dépend de la portée. Si on a un poste qui est fourni par l'organisation, de vouloir contrôler davantage qu'un poste comme moi, ce que j'aime faire, c'est d'avoir plus à utiliser mon poste personnel dans lequel, poste personnel, grand mot parce que c'est pas personnel, mais quand même un poste qui n'est pas du client en question. Et que j'ai une session dans ça ou un profil qui me permet d'opérer, mais ce profil-là, il est entièrement contrôlé. Oui. Ça, j'ai beaucoup d'aisance à accepter l'idée que ce profil-là soit contrôlé. C'est sûr, je ne naviguerai pas des affaires personnelles dans le profil. Il faut faire attention, ça m'en a un peu de rigueur, mais au-delà de ça, ça me permet justement de développer, mais en même temps, ça me permet d'avoir cette
plus grande cette souplesse-là. Parce que plus le navigateur est contrôlé, plus il y a de la confiance de la part de l'entreprise qu'il y a un contrôle sur l'information et que si je dévie trop, ben, il va être capable de m'attraper. Comme je dévie pas, j'ai plus de souplesse, j'ai un gain, donc ça m'amène à ma productivité qui est augmentée ainsi. Donc, ça l'amène énormément de points, parce qu'à mon sens, de points positifs par rapport à ce genre de choses-là. On a fait un bon tour sur les éléments plus avancés. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de parler que tu aimerais aborder? Je pense qu'il y aurait deux choses que j'aimerais aborder. Mais si tu veux, je vais les enchaîner tout de suite. C'est juste pour dire, tu parlais un peu d'un cas de, on va dire, bring your own device, là, parce que finalement, c'est ça qu'on essaye de faire souvent quand on essaie de gérer des partenaires. Là. En l'occurrence, je voulais juste montrer comment des solutions, on va dire, basées sur la réseautique ou basées sur qui sont appelées basées sur le terminal, là, mais on va dire les EDR. Ces deux approches-là vont arriver un peu, selon moi, soit amener une mauvaise expérience à l'usager, là, dans le sens où c'est quand même un peu lourd. Mettons, si vous avez une network-based solution, là, je vais dropper des noms, là, mais mettons Palo Alto, Proofpoint, Zscaler, Netscope, Fortinet, là, ou autre, vous allez être obligé de... Là, je parle, mettons, des SASI, des produits de ce genre-là, là, vont être en mesure, on va dire, ou des firewalls, tout simplement, là, avec des VPN. Si vous voulez gérer du Bring Your Own Device, vous allez toujours être obligé d'avoir un client VPN et de se connecter, entre guillemets, à un réseau WAN/Virtual WAN là, pour accéder à l'applicatif. Donc, c'est souvent compliqué, entre guillemets, pour l'usager. Évidemment, c'est faisable. Hein, on s'entend que c'est toujours faisable, mais ça peut quand même être lourd, il faut le maintenir, ça a des coûts relativement importants. Puis l'autre point, c'est de se dire, sur les solutions plus endpoint, on s'entend que, enfin, on va dire EDR notamment, pardon, quand je dis endpoint, c'est endpoint security, là, qui est souvent le sujet, c'est que là, en l'occurrence, c'est quasiment impossible d'imposer un EDR sur un Bring Your Own Device. Là. C'est-à-dire que là, c'est une compagnie tiers, donc c'est pour ça que tu te retrouves, toi, avec 5 ordinateurs de 5 compagnies différentes, là, qui est l'enfer. Et donc pourquoi je fais cette introduction-là? C'est juste pour expliquer que... Mais ça chauffe mon bureau. Effectivement, ça chauffe ton bureau. Ouais. C'est les gens d'Hydro qui vont pas être capables de scaler. Là. Anyway, tout ça pour dire que le Secure Enterprise Browsing, c'est comme une alternative, on va dire, pertinente selon moi, notamment à ce cas d'usage que tu exprimes très bien. Et puis le point technique que je voulais amener, c'est que ça paraît un peu de la magie. Là, on parlait un peu de gérer le profil de l'usager. Et comment on fait ça? C'est-à-dire que le Secure Enterprise Browsing Solution, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va connecter, mettons, cette console cloud de ce produit-là à votre fournisseur d'identité. Donc ça peut être Entra ID, Okta, Ping Identity, enfin votre choix dans le fond. Et c'est grâce à cette intégration-là qu'on va avoir ensemble que on va dire le client qui va déployer un produit de ce type-là va être en mesure de fournir à son partenaire, par exemple, une identité corporative qui va alimenter son Chrome Profile. Et donc, c'est là où la magie se fait. Enfin, il y a un morceau de magie. Comme tu disais, en plus, il y a des solutions tierces qui peuvent encore s'ajouter pour échanger encore plus de signaux. Mais normalement, la base, ça va être ça. Basé sur votre identité, vous allez être en mesure de pousser et de gérer les profils de vos partenaires. Et notamment, en l'occurrence, dans Chrome, il y a les Work Profiles qui existent, comme il existe des Work Profiles dans les Pixel Devices aussi, ou dans les Android Devices en général. Donc, c'est un peu le même principe. Vous avez un profil pour le work qui va être géré avec l'identité corporative. Toutes vos politiques d'entreprise vont être poussées sur ce profil-là. Et là, on parle plus d'EDR sur un poste tiers, on parle plus de shipper des postes, on parle plus de VDI, on parle plus de tout ça. Pour gérer, comme tu disais chez toi, 99% de console cloud, ça fait du sens. By the way, petite information, juste, c'est qu'il existe aussi des alternatives, sachez-le, pour streamer des applications en mode HTML5 sur vos navigateurs. Donc, si vous reste 10%, 20% de legacy app qui peuvent pas, pour X raisons, être transformées en applications web, soit elles vont mourir de leur belle mort, ou c'est un Excel Fat Client qui est nécessaire pour la comptabilité. Il y a des produits qui existent, que ça soit chez Citrix, que ce soit chez nous, en l'occurrence, un produit qui s'appelle Cameo chez Google Chrome, qui permettent de streamer des applications directement en mode PWA sur votre navigateur HTML5. Donc voilà. Merci beaucoup. Très intéressant, là, on est le volet plus avancé. Là, je fais toujours l'appel aux ceux qui écoutent. Si vous avez des questions supplémentaires, ça me fait plaisir d'y répondre, de revenir avec un autre ou des autres épisodes justement pour étendre ce sujet-là parce qu'il est quand même très intéressant
il est quand même de notre quotidien énormément et il va moduler ce qui s'en vient et pour ceux qui sont déjà dans l'action. Donc, je te remercie énormément pour cette contribution. Un grand merci à toi, en tout cas, merci pour l'opportunité.